Nous avons une chance incroyable que la Terre soit située près d'une étoile stable et possède les conditions nécessaires qui permettent aux humains d'y vivre confortablement. Mais est-ce vraiment si mauvais sur d'autres planètes? Et si la vie existait ailleurs que sur Terre? Existe-t-il des endroits encore plus propices à l'existence? Par exemple, récemment, des traces de vie extraterrestre ont été découvertes sur le satellite de Saturne, Encelade. Des scientifiques ont trouvé du méthane dans les geysers, ce qui confirme probablement la vie sur Encelade. Ou peut-être s'agit-il simplement de processus géochimiques ou de processus thermochimiques. Mais il y a tellement de méthane dans les geysers d'Encelade qu'une origine non biologique ne peut tout simplement pas expliquer une telle quantité. Les scientifiques ont mené plusieurs études sans réussir à expliquer l'origine de la grande quantité de méthane dans les geysers du satellite de Saturne, dont les réserves se renouvellent et s'échappent dans l'espace. Cependant, tout s'explique si l'on suppose la présence de microbes là-bas, semblables à ceux que l'on trouve dans les sources hydrothermales sur Terre. Les scientifiques estiment que sur Encelade, il se forme une quantité suffisante d'hydrogène nécessaire à ces microbes et que la température y reste à un niveau confortable pour eux. Alors, y a-t-il de la vie sur Encelade? Personne n'est prêt à l'affirmer avec une certitude absolue. On dit que des missions sous-marines complexes sont nécessaires et elles sont prévues pour les prochaines décennies. Une histoire similaire s'est produite avec Vénus. Dans les nuages de cette planète, on a trouvé du phosphine, un gaz qui n'est produit que de façon industrielle ou par des microbes vivant dans un environnement sans oxygène. Lorsque les scientifiques ont découvert les premiers signes de phosphine dans le spectre de Vénus, ils étaient si surpris qu'ils ont eu du mal à y croire. Comment expliquer la présence de ce gaz? On soupçonnait que la phosphine pouvait se retrouver dans l'atmosphère à la suite de processus non biologiques, mais il s'est avéré que toutes les sources non biologiques produisent au maximum un 10 millième de la quantité de phosphine détectée par les télescopes. La phosphine, ou plus précisément l'hydrure de phosphore, est un gaz toxique, incolore et très rare dans la nature. En général, il est libéré lors de réactions chimiques dans l'industrie, lors d'un coup de foudre ou à la suite d'une activité volcanique. Mais pas en aussi grande quantité que celle trouvée sur Vénus. Alors, comment s'est-il retrouvé là-bas? Très probablement à la suite de l'activité vitale de bactéries qui vivent dans un environnement sans oxygène. Cette version paraît la plus probable pour les astronomes, mais ils n'excluent pas une éventuelle omission. Et il est possible qu'il existe une autre explication quant à l'origine d'une telle quantité de phosphine sur Vénus. Dans le même temps, Nathan Eisman, chercheur à l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, est convaincu que Vénus offre la plus grande probabilité de découvrir la vie. À cette fin, le projet Vénus D a déjà été approuvé. Mais pourquoi de si grands espoirs sont-ils placés précisément sur Vénus? Selon Eisman, c'est parce que la Terre et Vénus sont très similaires, elles ont une masse et des dimensions comparables. Mais les recherches de vie sur Vénus aboutiront-elles? Très probablement non. En effet, même dans l'atmosphère où la phosphine a été détectée, l'air est extrêmement sec et acide, presque dépourvu d'eau. De plus, Vénus est presque 1,5 fois plus proche du Soleil que notre planète, et sa surface est bien trop brûlante pour que toute forme de vie puisse y exister. La température moyenne y est d'environ 460 degrés Celsius, et dans de telles conditions, même le plomb fond. Ainsi, si des cosmonautes vont sur Vénus, ils se dissoudront dans l'acide sulfurique, puis seront empoisonnés par la phosphine toxique. Si des créatures y vivent, nous ne le saurons pas de sitôt. Cependant, les scientifiques sont convaincus qu'il fut un temps où le climat de Vénus était beaucoup plus doux et que sa surface était très probablement recouverte d'océans dans lesquels la vie aurait pu apparaître. Cependant, un fort effet de serre a asséché les océans et désormais, seuls des micro-organismes pourraient continuer à y exister. Et qu'en est-il des autres planètes? Peut-être qu'il existe ailleurs des conditions plus favorables à la vie. En 2020, des scientifiques britanniques ont découvert que l'atmosphère de Jupiter est plus humide que celle de Vénus. Bien sûr, les conditions extrêmes à la surface de la planète ne laissent aucune chance à l'existence même des formes de vie les plus résistantes. Mais les dernières découvertes des scientifiques laissent la question de la possibilité de la vie sur cette planète ouverte. En fait, du dioxyde de soufre a été trouvé dans les nuages de Jupiter, dont les gouttelettes contiennent une quantité assez importante d'eau.
Si l'on suppose qu'il y a des nutriments là-bas, alors une vie microbienne pourrait très bien exister dans les nuages de Jupiter, et peut-être pas seulement une vie microbienne. Au moins sur le satellite de Jupiter, Europe. On soupçonne que sous l'épaisse couche de glace de ce petit satellite pourrait se cacher une vie extraterrestre. Les données des télescopes et des sondes spatiales laissent penser qu'Europe pourrait dissimuler un océan global que le système solaire empêche de geler. Qui pourrait y vivre à part des microbes? Monica Grady, recteure de l'Université de Liverpool, estime qu'Europe pourrait abriter une vie plus évoluée que Mars. Grâce à l'océan sous-glaciaire tempéré, les conditions de vie sur le satellite de Jupiter sont plus confortables et peuvent offrir une meilleure survie. De plus, des substances organiques provenant des profondeurs du satellite remontent à la surface et peuvent servir de nourriture. Si cela s'avère vrai, les futurs colons pourraient bien rencontrer des formes de vie beaucoup plus évoluées que ce que l'on pensait auparavant. Certains pensent que l'intelligence de certains habitants d'Europe pourrait, par exemple, être comparable à celle d'un calmar ou d'une pieuvre. Et si, dans l'océan d'Europe, il existait des sirènes ou des hommes amphibiens et que nous l'ignorions simplement? Ils se nourrissent des créatures qui y vivent et habitent dans leurs maisons sous-marines. Nous n'avons pas encore de réponse à ces questions, mais les spécialistes penchent pour l'avis que des formes de vie semblables à l'homme ont peu de chances d'apparaître dans les environs de Jupiter. Cela s'explique par l'absence de lumière et la forte pression sous l'épaisse glace au fond de l'océan. À l'intérieur de la planète naine Cerera, il y a aussi une véritable mer. Les scientifiques ont conclu cela après avoir étudié les éruptions du cryovolcan Qatar sur Cerera. Les cryovolcans sont un type spécifique de volcan présent sur les planètes et les corps célestes caractérisés par des températures extrêmement basses. Au lieu de la lave chaude, ils éjectent un mélange d'eau, d'ammoniac et de méthane. Selon les scientifiques, les cryovolcans indiquent la présence d'eau à l'intérieur de la planète Cerera. Des dépôts de carbonate de sodium ont également été découverts à la surface de la planète. Paul Schenck de l'Institut lunaire et planétaire pense que la similarité de certains processus sur Mars, la Terre et Cerera suggère des conditions propices à l'apparition de micro-organismes. Selon lui, la vie ne pouvait que naître sur Mars et la Terre, riches en eau. Après avoir étudié la cartographie de cette planète naine, Paul Schenck a découvert des dépôts similaires dans la région du cratère Okator. Certains éléments sont les plus courants dans l'univers: l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, le silicium et le fer. Ils sont nécessaires à l'existence de la vie organique. En particulier, l'homme a besoin d'eau qu'il peut boire, d'air qu'il peut respirer et d'une planète dont il peut parcourir la surface. Si tous ces éléments ont pu un jour se réunir sur Terre et lancer les processus nécessaires au développement de la vie intelligente, pourquoi cela ne pourrait-il pas se produire ailleurs? Aussi sur l'une des centaines de milliards d'exoplanètes qui existent rien que dans notre galaxie. Selon les lois de la statistique, la vie devait forcément apparaître non seulement sur Terre. La seule question est de savoir si nous la découvrirons, et si nous la découvrons, quelles seront les actions qui suivront. En 30 ans, les astronomes ont découvert plus de 4000 exoplanètes situées hors du système solaire, dont la plupart gravitent autour de leur étoile. Beaucoup des exoplanètes découvertes sont composées des mêmes éléments que les planètes du système solaire. Il n'y a que de petites différences. Certaines sont dominées par l'eau et la glace, d'autres par le fer et le carbone. Cependant, il n'existe aucune planète qui ressemble à la Terre ou à d'autres corps du système solaire. Cependant, il existe aussi ce qu'on appelle des planètes de type terrestre. Trappist 1D, comme la Terre, est la troisième planète de son étoile et sa composition pourrait être similaire à la nôtre. De plus, cet objet se trouve dans la zone habitable, une région où la quantité de chaleur provenant de l'étoile est suffisante pour permettre l'existence d'eau liquide à la surface. Voyons maintenant Trappist 1, dont la masse équivaut à 60% de celle de la Terre. Il est remarquable que l'année ici ne dure que 6,1 jours. Un fait curieux est que la densité de cette planète dépasse celle de la Terre plusieurs fois. Tout cela est dû à un noyau de fer plus dense, qui pourrait être la raison pour laquelle l'atmosphère de la planète est plus ténue. Cela signifie que la présence d'océans sur la planète est remise en question. Cependant, Trapèze 1 correspond le plus à notre Terre en termes de taille et de quantité d'énergie qui y circule et qui provient de l'étoile locale.
La vie intelligente peut-elle exister ici? Nous n'avons pas encore assez de puissance de calcul pour étudier ces planètes en détail. André Meder, astrophysicien à l'Observatoire de Genève, pense que dans la recherche de vie dans l'univers, il est plus probable de trouver des bactéries que des civilisations intelligentes ou des guerres stellaires. Pour qu'une telle civilisation apparaisse, il faut du temps ainsi que des conditions physiques de base stables. La Terre a eu ses privilèges, et d'autres aussi. La Lune, par exemple, nous a offert un climat idéal. Et le géant gazeux Jupiter attire à lui pratiquement tous les astéroïdes qui pénètrent dans le système solaire. Sans Jupiter, la Terre aurait bien plus souvent subi des catastrophes comme celle qui a détruit les dinosaures il y a 65 millions d'années. Pour l'instant, les faits montrent que, s'il existe des extraterrestres, ils sont unicellulaires, du moins dans le système solaire. Ou peut-être avons-nous simplement manqué des êtres intelligents dans le temps et l'espace. Où que vous soyez en ce moment, dans la chaude Afrique, parmi les archipels rudes de l'océan Arctique ou dans les mystiques Himalayas, levez les yeux vers le ciel, il est orné d'un somptueux collier de trillions d'étoiles, mais il y a un point qui n'a rien à voir avec les astres, qu'il est impossible de voir à l'œil nu. C'est un objet fabriqué par l'homme, devenu le seul appareil artificiel le plus éloigné de la Terre. Il s'agit de la sonde spatiale américaine Odin, lancée en 1977. Vous pensez qu'il est silencieux depuis longtemps? Vous vous trompez? L'appareil envoie encore des signaux vers la Terre, et parfois il laisse les astronomes du monde entier perplexes. Par exemple, récemment, j'ai entendu un bourdonnement régulier d'origine inconnue. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Les astrophysiciens sont encore perplexes. Quelle mission Voyager 1 est-il censé accomplir et où se trouve-t-il actuellement? La mission principale de l'appareil consistait à étudier les planètes géantes Jupiter et Saturne. Il convient de noter que Voyager 1 a parfaitement accompli sa mission. C'est lui qui a offert au monde des images détaillées de ces immenses corps célestes composés de gaz en ébullition, ainsi que de leurs satellites rocheux. Mais ce n'était que la première étape. Le plus difficile attendait la sonde devant elle, et ce n'est que récemment qu'elle a commencé à accomplir cette mission cruciale. Une énorme responsabilité a été confiée à étudier la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. Mais comment interpréter les données obtenues, alors que personne n'avait jamais été dans des régions de l'espace aussi éloignées de la Terre auparavant? D'une certaine manière, c'est comme voyager avec un guide incomplet, où la majeure partie des informations fait tout simplement défaut. C'est précisément là-bas, à des milliards de milles de la planète d'origine, que j'ai détecté un bourdonnement permanent, provenant d'une source inconnue, dont l'origine est très probablement l'espace interstellaire. En 40 ans de voyage, l'appareil a enregistré différents signaux, mais c'est la première fois qu'il en capte un comme celui-ci. Et si l'on considère que j'explore littéralement à tâtons des endroits où, avec le temps, le système solaire tout entier arrivera, mené par son étoile, alors les informations obtenues prennent une importance toute particulière. Souhaitez-vous en savoir plus sur le sujet de mes recherches? Notre communauté planétaire, guidée par l'étoile mère, est située dans l'héliosphère, une bulle globale. Cette enveloppe invisible protège toutes les planètes du système solaire et la ceinture de Kuiper. Elle protège efficacement ces objets de l'environnement interstellaire agressif. Qu'est-ce que l'héliosphère et quelles sont ses caractéristiques? C'est une immense région à l'intérieur de laquelle le plasma du vent solaire se déplace à des vitesses supersoniques. À la frontière avec l'espace interstellaire, il y a une collision entre le vent solaire et le champ plasma-magnétique de l'espace ouvert. Pour expliquer le processus en termes simples, le vent solaire accélère à des vitesses importantes, s'enroule en spirale, puis ralentit brusquement en frappant une barrière invisible et se mélange progressivement avec les particules cosmiques. C'est justement près de l'horizon de ces événements que cela se trouve actuellement. C'est là que l'appareil a capté un signal mystérieux.
À quel point le trajet de la sonde spatiale a-t-il été difficile avant d'atteindre les confins du système solaire? Où la sonde a-t-elle voyagé et quelles étapes a-t-elle déjà franchies? En 2004, il a franchi la limite de l'onde de choc, une zone de l'héliosphère où le vent solaire commence à ralentir activement, anticipant la rencontre avec la matière interstellaire. Comment les scientifiques l'ont-ils appris? Bien sûr, les conclusions sont basées sur les données des instruments de la sonde spatiale. Oui, comme mentionné précédemment, 43 ans plus tard, il émet toujours des signaux, même si tous les capteurs à bord de l'appareil ne fonctionnent pas correctement. Mais poursuivons. Au-delà de l'onde de choc se trouve l'héliopause, où le vent solaire s'apaise complètement et se mélange à la matière de l'espace profond. Les astronomes connaissent cette structure de façon indirecte, car seul voyager un parmi les terriens s'est aventuré aussi loin dans l'obscurité de l'univers. Son message n'en est que plus précieux pour nous. Par exemple, il existe une hypothèse selon laquelle, entre la frontière du système solaire appelée onde de choc frontale, qui suit l'héliosphère, se trouve un mur d'hydrogène rempli de gaz chaud. N'est-ce pas son grondement qu'il nous a transmis ? Le signal représente des vibrations dans une certaine bande de fréquence et peut très bien servir de confirmation à cette théorie. Malheureusement, il est impossible de mesurer la pression et la densité du plasma ainsi que sa température, car l'appareil a cessé de fonctionner à 1 déjà en 1980, soit 3 ans après le lancement, mais les autres instruments sont toujours en état de marche. Les scientifiques s'appuient précisément sur eux. L'instrument de mesure des ondes plasmiques et le détecteur de rayons cosmiques continuent toujours de nous transmettre des informations avec assiduité. Cela a permis de constater une hausse du niveau des rayons cosmiques et des électrons à haute énergie. Lorsque un s'approchait, la frontière de l'héliosphère, qu'il a franchie avec succès le 25 août 2012, selon les prévisions des scientifiques, l'appareil continuera d'émettre des signaux au moins jusqu'en 2025. L'alimentation électrique de la sonde est assurée par des générateurs radioisotopiques fonctionnant au plutonium-238 à l'heure actuelle. Leur puissance a diminué de moitié. Mais revenons au mystérieux Gould, enregistré par les instruments. Quelles hypothèses, en dehors de celles déjà évoquées, les scientifiques envisagent-ils pour expliquer ce phénomène étrange? De telles vibrations génèrent aussi diverses ondes plasmatiques, parfois provoquées par de fortes éruptions solaires. Certains astronomes supposent que l'espace à la frontière du système solaire et de l'espace ouvert possède une structure semblable à de la mousse. Cela se produit parce que les petits objets cosmiques forment autour d'eux de petites sphères ressemblant à des bulles magnétiques. Il est possible que cela provoque également l'apparition de vibrations étranges enregistrées dans. D'ailleurs, le son du signal mentionné ressemble à une cloche lointaine, périodiquement interrompue par des interférences étranges et irrégulières, rappelant des coups de cloche. On a l'impression absurde que quelqu'un est assis à califourchon sur la sonde spatiale et frappe sur sa coque. L'appareil terrestre a-t-il définitivement quitté les limites du système solaire? Pas du tout. Selon les calculs de la National Aeronautics and Space Administration, cela se produira dans environ 30 000 ans. En ce moment même, la sonde traverse des cercles particuliers de l'enfer universel. Mais contrairement au satellite de la Divine Comédie de Dante, l'appareil est complètement seul et dépourvu de tout accompagnateur. Les frontières du système solaire s'étendent bien au-delà de la ceinture de Kuiper et même de l'héliosphère. Il faudra environ 3 siècles pour que 1 s'enfonce passionnément dans le nuage d'Oort, si toutefois celui-ci existe ailleurs que dans l'imagination des scientifiques, car en réalité personne n'a jamais vu cette formation. On pense que les comètes qui pénètrent parfois dans le système solaire sont justement des visiteuses de ce nuage. Que se passera-t-il ensuite ? Dès que Voilerin aura quitté les limites du Thor Titanic, l'appareil entamera une errance éternelle à travers la Voie lactée, et il est peu probable que nous apprenions un jour ce qu'il adviendra de lui. À moins que la plaque d'or contenant les sons de la Terre et d'autres informations ne tombe entre les mains de civilisations extraterrestres. Malheureusement, l'astronomie moderne ressemble encore beaucoup à de la lecture de marques de café, même si, bien sûr, la science des étoiles a beaucoup progressé par rapport au siècle précédent. Il est difficile d'imaginer ce que pourrait encore découvrir aux confins du système solaire.
Et surtout, comment déchiffrer ces signaux. Pour l'instant, l'appareil se trouve à environ 20 milliards de kilomètres de la Terre, traversant l'espace à une vitesse de 60 000 km par heure. Ces recherches sont très précieuses pour la science, car grâce à elles, nous pouvons lever un peu le voile du mystère et découvrir de quoi est composé l'espace interstellaire et comment il se comporte dans son environnement naturel. De plus, cela permettra de prendre en compte les erreurs du passé lors de la conception de nouvelles sondes qui seront encore plus rapides et plus fiables. En attendant, la sonde 1 a littéralement des bourdonnements dans les oreilles. Réjouissons-nous des conditions confortables sur Terre et de la possibilité d'obtenir facilement n'importe quelle information sur les confins de l'espace sans quitter notre canapé préféré. Notre belle planète n'est pas la seule dans l'univers. Vous le savez, n'est-ce pas ? Les corps célestes, comme les humains, diffèrent par leurs habitudes, apparence et taille. Connaissez-vous l'expression « tout s'apprend par la comparaison » ? Elle convient parfaitement aux planètes. Par exemple, un objet qui nous paraît immense peut sembler insignifiant à côté d'un corps céleste plus grand, ou bien une planète naine devient un géant parmi des compagnons bien plus petits. Le deuxième exemple convient parfaitement à Vavar, un corps céleste situé dans la ceinture de Kuiper et appartenant aux objets transneptuniens. Un petit point, très éloigné de la Terre, a été repéré dans le ciel par Chad Troukilier et Mike Brown à l'été 2002, mais plus tard, elle a également été découverte dans les archives astronomiques datant de 1954. La sensation scientifique a été précédée par 7 mois d'observations minutieuses. La nouvelle a été annoncée le 7 octobre de la même année lors d'une réunion de la Société américaine d'astronomie. Qu'est-ce qui rend cet objet remarquable ? Quavor surprend dès qu'on entend son nom. D'où vient cette appellation étrange ? En fait, la petite planète a été découverte à l'aide du télescope d'un observatoire privé de Californie, situé sur le mont Palomar, dans le comté de San Diego. Autrefois, ce territoire était habité par le peuple autochtone Gabrielino, ou Tongva. L'un des noms de leur divinité suprême était Quawar. C'est ainsi qu'ils appelaient l'entité magique lorsqu'elle atteignait les étoiles, c'est-à-dire le plus haut niveau d'illumination. Beaucoup de gens, en prononçant ce nom, mettent l'accent sur la dernière syllabe, ce qui n'est pas correct. De plus, sous cette forme, il ressemble au terme quasar, bien que l'objet transneptunien n'ait aucun rapport avec les noyaux de galaxies actives. Quelle surprise le mystérieux Quavor peut-il encore nous réserver ? Selon les astronomes, c'est un monde très sombre, bleu-noir. La taille de ce corps céleste est d'environ 1100 km de diamètre, ce qui représente la moitié de la largeur de Pluton. D'ailleurs, au cours des recherches, ce chiffre a été révisé plusieurs fois à la baisse. Au moment de sa découverte, c'était le plus grand objet de la ceinture de Kuiper. Il fait toujours partie du top 10 aux côtés d'Eris et de Sedna. Si l'on compare Quawar à des corps célestes connus, sa taille est à peu près équivalente à celle de Charon, le satellite de Pluton. En ce qui concerne la Terre, ses dimensions représentent 1/10 de son diamètre et 1/3 de celui de la Lune. En 2016, Quawar a été photographié par New Horizons, survolant à plus de 2 milliards de kilomètres de ce corps céleste. Grâce à des calculs complexes, il a été établi que l'objet possède une orbite circulaire semblable à celle d'une planète, située à 1,5 milliard de kilomètres de Pluton. Ce monde est composé de glace d'eau et de blocs de roche, et les gaz qui nous sont familiers comme le méthane, le méthanol et le carbone se transforment ici en crêtes de glace. De plus, les scientifiques ont à plusieurs reprises envisagé la possibilité qu'il existe sur Quavor une atmosphère ténue à la pression minimale, composée de méthane, de monoxyde de carbone et d'azote. Pour sentir son arôme, retrouvez-vous dans un embouteillage et placez-vous derrière un vieux camion. Plus tard, les astrophysiciens ont revu leur avis et estimé que l'atmosphère du planétoïde, si elle existe, serait exclusivement composée de méthane. Sinon, quand Quavor passe devant une étoile géante, sa luminosité devrait diminuer. Mais cela ne s'est pas produit. Ainsi, parmi les gaz possibles, seul le méthane reste. Ce n'est pas exact. Des recherches astronomiques actives, notamment à l'aide des instruments scientifiques de l'observatoire Keck, ont permis de révéler une caractéristique intéressante de Quavor. En 2004, on y a découvert une forme amorphe de glace qui se forme à une température de moins 160 degrés Celsius. Qu'y a-t-il donc d'étonnant ? Demanderez-vous.
Un objet transneptunien se trouve loin des sources de chaleur et de lumière, donc, naturellement, il y fait extrêmement froid. Mais ce qui est étrange, c'est autre chose. En ce moment même, à la surface de la planète, il fait un froid encore plus glacial, moins 220 degrés. D'où la question. Qu'est-ce qui a bien pu réchauffer la planète de 60 degrés, provoquant l'apparition d'une glace amorphe spécifique ? Il existe plusieurs hypothèses, parmi lesquelles des attaques massives de météorites et des processus réactifs dans le noyau de l'astre, provoquant le cryovolcanisme. Mais la vérité, très probablement, nous ne la connaîtrons pas de sitôt. À quelle catégorie de corps céleste Vavar appartient-il ? Est-ce une planète ou non ? Officiellement, il est classé parmi les objets transneptuniens classiques. Certains scientifiques estiment que des recherches actives révéleront dans la ceinture de Kuiper des planétoïdes bien plus grands. Certains astronomes estiment qu'il s'agit d'une planète naine. Quaoar possède un satellite nommé Weywot. Bien sûr, l'objet a été nommé d'après le fils de la divinité vénérée par les Indiens. Weywot a été découvert 4 ans après Quaoar. Les informations ont été publiées dans la circulaire de l'Union astronomique internationale. Le satellite orbite très près de l'objet transneptunien, à seulement 14 500 km. Le diamètre de Weiwo ne dépasse pas 80 km, et une année y dure à peine 12 heures. Comment un objet aussi petit a-t-il pu avoir un satellite ? Les astronomes pensent que cela résulte d'une ancienne collision avec un corps massif. Mais revenons à Quaoar lui-même. À quelle distance se trouve-t-il de la Terre ? L'objet se trouve à une distance d'environ 42 unités astronomiques, soit environ 6 milliards de kilomètres, ce qui est bien plus loin que Neptune et Pluton. La lumière du Soleil met 5 heures pour atteindre Quaoar. Et à bord de la légendaire navette spatiale, lancée à plusieurs reprises depuis la plateforme du Centre spatial Kennedy, il faudrait un quart de siècle pour atteindre l'objet. En somme, le trajet n'est pas court. Par analogie avec la lointaine Pluton, une année sur cet astre impressionne par ses records de durée. Elle équivaut à 285 années terrestres, soit presque 3 de nos siècles. Et une journée y dure environ 400 heures. Peut-on vraiment classer Quaoar comme planète naine ? Les scientifiques n'ont pas encore tranché. Appelons-le le candidat le plus probable pour ce poste vacant. Grâce à Quaoar, qui a été découvert en premier, d'autres objets de nature identique et même plus grands ont été trouvés. Mais c'est précisément cet astre, nommé d'après une divinité mythique, qui a lancé ce processus et a poussé les scientifiques à envisager d'exclure Pluton du groupe des planètes traditionnelles du système solaire. Rappelons les critères qui permettent d'identifier une planète naine et décidons nous-mêmes si Quaoar peut être classé dans cette catégorie. Premièrement, l'objet doit orbiter autour d'une étoile, ce critère est respecté. Deuxièmement, il est inacceptable que l'astre soit un satellite d'une planète. Ce critère est également rempli. Troisièmement, l'objet doit conserver une forme sphérique et maintenir un équilibre gravitationnel. Quaoar répond également au troisième critère. De plus, une planète naine n'est pas capable de nettoyer son orbite des autres objets, c'est aussi une de ses caractéristiques distinctives. Cérès, Pluton, Haumea, Eris et Makemake répondent parfaitement aux critères mentionnés. C'est pourquoi ils ont été officiellement inscrits au catalogue de l'Union astronomique internationale. Mais avec Quaoar, les scientifiques ne se hâtent pas sans raison. Outre Quaoar, la liste des candidats au statut de planète naine comprend Orcus, Salacia, Varda, Varuna, Ixion, Gong-Gong et d'autres, soit plus de 40 objets au total. Il est possible que Quaoar soit resté dans un statut indéterminé parce qu'il est trop peu étudié et que les astronomes ne sont pas tout à fait sûrs des données obtenues. Malheureusement, la sonde Nouveaux Horizons ne visitera pas la future planète naine, car elle se trouve trop loin de la trajectoire de vol de l'engin spatial. Il ne reste donc qu'à espérer que dans le futur, des missions seront organisées pour aider à lever le voile sur le mystère qui entoure cet objet transneptunien. Écrivez-nous dans quel statut vous aimeriez voir Quaoar, ainsi que vos suggestions sur la façon d'y accéder. Nous attendons vos abonnements et partages. Voyagez à travers l'univers avec nous.